Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le grand plaisir de vous retrouver dans l'invité du direct et de retrouver notre consultant, spécialiste des questions du Sahel et du Sahara, Raouf Farah. Raouf Farah, bonjour. Bonjour, Hassan. Je rappelle que vous êtes senior follower auprès de Global Initiative, spécialiste des questions du Sahel, donc chercheur en géopolitique basé à Tunis. Et vous venez de publier un papier qui nous explique ce qui vient de se passer sur la frontière algéro-libyenne. Et cela nous intéresse énormément. Alors, première question, est-ce qu'il s'est bien confirmé que la brigade 128 du maréchal Haftar s'est emparée du poste frontière de Essine à Rett, le poste frontière qui relie Rett à Janet? Oui, c'est une information qui a été confirmée par plusieurs médias, d'abord en Libye et ensuite des médias internationaux. Bien sûr, il y a sur le terrain des forces locales, je parle bien du côté libyen, qui contestent la véracité de cette information-là. Mais d'après le retour, les différents retours et la triangulation d'informations, les forces de la brigade 128 sont au contrôle du poste d'Essine et de la région autour de Rett. Alors nous autres Algériens, notamment les Algériens d'Utel, on ne comprend pas très bien l'importance de ce poste frontière. Est-ce qu'il est déterminant dans les relations entre les deux pays? Je peux rappeler par exemple que la fille de Aïcha, la fille du colonel Kadhafi, a été exfiltrée par ce poste avec sa mère au moment de la révolution en 2011-2012. Quelle est l'importance stratégique de ce poste? Alors oui, tout à fait. La famille de Kadhafi est sortie, a quitté la Libye en 2011 à partir de ce poste-là. Avant peut-être de revenir sur l'importance stratégique du poste Essine, Rett, de l'axe Rett-Janet, il est important peut-être de rappeler qu'est-ce qu'on veut dire par un contrôle du poste. Il faut savoir que la frontière algéro-libyenne est fermée depuis environ 2013, donc depuis l'attentat de Tigentorin, et ce à travers les deux principaux axes routiers, donc l'axe qui relie la ville de Debdeb algérienne à la ville de Radames du côté libyen, mais aussi du côté de Janet et Herat. Le poste stratégique de Rat-Janet est beaucoup moins important que le poste de Debdeb Radames, pour la simple raison que voilà, fermé jusqu'à aujourd'hui, mais où une certaine partie de la population locale notamment est autorisée à circuler de manière périodique selon les conditions sécuritaires. Donc voilà, ce n'est pas un poste très important, je dirais, sur le plan économique, parce que la majorité des flux avant 2013 circulaient par le poste de Debdeb, mais c'est un poste important pour les communautés locales. Les Touaregs. Les Touaregs, oui, les Touaregs. C'est les Touaregs du Tassili Najer qui ont des familles de chaque côté de la frontière. Oui. Alors, on a essayé de décrypter avec vous, on a publié votre publication, votre post sur ce qui était arrivé. Est-ce que veut faire le maréchal Haftar quand il vient gêner les bons offices du ministre de l'Intérieur, M. Vincent, qui essaie de préparer l'ouverture de la frontière, de rétablir les flux commerciaux? C'est quoi le message? Alors exactement, l'Algérie est le gouvernement d'unité nationale qui est le produit, en fait, l'issue d'un processus de négociation qui a été mené par les Nations Unies et qui a permis en mars dernier la formation d'un gouvernement d'unité nationale mené par Abdelhamid Dbeibah, a procédé depuis maintenant plus d'un mois à des rapprochements avec l'Algérie pour essayer d'impliquer l'Algérie davantage, mais aussi l'Algérie veut aussi
s'impliquer sur le dossier libyen et rattraper un certain retard qui a été cumulé durant les dernières années. Et l'un des points centraux dans ces échanges est bien sûr la question de la réouverture de la frontière et plus spécifiquement du poste qui relie la ville de Debdeb à celui de Radames. Et donc l'attitude qui a été celle des forces de la brigade 128, je rappelle que la brigade 128 n'est pas une milice, c'est une brigade qui fait partie du corps de l'armée nationale arabe libyenne, donc la LAF, qui est sous l'autorité du maréchal Haftar. Et donc, elle n'a pas agi de son propre chef. C'est une brigade qui est vraiment stratégique pour la LAF. Et donc, la décision est venue de très haut. Le chef de la brigade en elle-même, et la réalité aujourd'hui, c'est que cette attitude-là, cet acte-là, il peut se lire à travers de multiples variables ou en tout cas de multiples analyses. La première analyse est une analyse plutôt nationale liée au contexte libyen où on a vu depuis la défaite du maréchal Haftar lors de la bataille de Tripoli, un réancrage, une volonté de se réapproprier le Fezzan libyen, le sud libyen, parce que c'est un endroit stratégique, il y a des champs pétroliers très importants, il y a la frontière à sécuriser, c'est un enjeu de puissance. Pour que Haftar ne soit pas marginalisé politiquement, et il est important pour lui qu'il maintienne des bases militaires, notamment la base de Tamen Hint, mais aussi d'autres lieux stratégiques comme les champs de Sharara et Fid. Donc voilà, céder le contrôle de la frontière au gouvernement d'unité nationale auquel Haftar n'accorde pas d'importance, c'est forcément affaiblir ou plutôt s'auto-affaiblir. Et c'est quelque chose qui est refusé. Maintenant, on a tout de suite envie de poser la question, est-ce que la brigade 128 peut aussi s'emparer du poste qui relie Debdeb à Ardames? Très compliqué, très peu probable à mon sens, parce que c'est un poste qui est très loin, c'est environ à 900 km au nord. Au nord, oui. La région, je parle de la distance entre Rat et Radames. La région qui sépare les deux s'appelle la Hamada libyenne. Et dans cette Hamada-là, aujourd'hui, il y a des forces qu'on appelle les Zintan, qui sont, disons, plus ou moins partagées entre certaines alliances qui sont proches de Haftar et d'autres qui sont plus proches du gouvernement d'unité nationale. Mais Radames a essayé de rester, en tout cas les forces de sécurité qui contrôlent Radames ont essayé de rester dans une position plutôt neutre afin de voir un peu comment les choses évoluent. À mon sens, c'est peu possible que cela se fasse parce que c'est un poste beaucoup plus stratégique et beaucoup plus important pour le gouvernement d'unité nationale et que là, on pourrait voir d'autres forces issues de d'autres villes venir appuyer les forces de sécurité de Radames pour éviter que le maréchal Haftar et la brigade 128 contrôlent ce poste-là. Je te laisse continuer donc les deuxième et troisième raisons. Voilà, la deuxième raison est plutôt liée à un contexte, je dirais, régional. Après le coup d'État qu'il y a eu, le coup d'État au Tchad, et il faut savoir au Tchad, il y a eu des milices tchadiennes qui sont descendues de l'extrême sud de la Libye et qui ont avancé vers la capitale N'Djamena. Il y a eu des discussions au sein de la LAF, au sein de l'armée du maréchal Haftar, pour tout de suite davantage sécuriser la frontière. Et il y a eu tout un narratif déployé pour dire, voilà, aujourd'hui, il est important pour nous, en tant qu'État libyen, de maintenir une stabilité, de contrôler les frontières, etc. Et donc, il y a eu déjà dans le passé récent, donc il y a quelques semaines, des manœuvres menées par la brigade 128 et d'autres forces militaires. Et donc, tout ça fait partie d'une stratégie globale, d'un narratif où le maréchal Haftar essaie de se déployer et de se montrer comme étant le protecteur du sud libyen. Sachant qu'il contrôle déjà la frontière est avec l'Égypte. Voilà, la frontière est, elle est contrôlée par une autre force qui s'appelle Subul Salam. C'est une force composée majoritairement de salafistes armés. C'est un groupe très puissant, notamment au sud, proche de la frontière, proche du triangle entre le Soudan, le Tchad et la Libye, dans ce qu'on appelle le Jabal Awinet. Et toute et Subul Salam est une force qui balaie un peu toute la région jusqu'à 500-600 kilomètres
avec la frontière libyenne. Et puis voilà. Donc, et même par contre, à la frontière sud, il n'y a pas vraiment de force qui est là de manière presque permanente. Et c'est vraiment des patrouilles, je dirais, périodiques. Et donc, voilà, ça reste une frontière ouverte. Et tout ça, c'est pour dire en fait que On arrive à, la on arrive à la troisième raison, Raouf. La troisième raison, c'est peut-être les propos du président Tebboune. Voilà, la troisième raison, c'est peut-être une revanche, hein, ou plutôt une volonté de salir encore davantage la réputation de l'Algérie. Il faut savoir que le président Tebboune a déclaré que a déclaré de nouveau, donc a réaffirmé qu'il ne laisserait pas, en tout cas qu'il était content que ne soit pas tombé entre les mains de milices. Et il avait dit en janvier 2021, Tripoli est une sorte de ligne rouge pour l'Algérie, qui pour moi, en tant qu'analyste, est peut-être en tout cas l'une des déclarations les plus graves qui ont été faites au cours des dernières années, parce qu'on ne saurait pas qu'est-ce qui serait arrivé si Haftar avait véritablement réussi à contrôler Tripoli et arriver vers les frontières avec l'Algérie. Ce n'a pas eu lieu. Mais de toute façon, Haftar ne portait pas déjà l'Algérie sur son cœur. Il avait déclaré en 2018 qu'il pouvait transposer la guerre en Algérie. Vraiment, ça, j'essaie de traduire sommairement ce qu'il dit. Et donc, c'est quelqu'un qui perçoit, disons, le réengagement diplomatique algérien avec le gouvernement d'unité nationale qui est appuyé par la communauté internationale comme étant une offense à sa personne. Et voilà, la déclaration de Tebboune, ou la réaffirmation de ce qu'il a dit en janvier 2020 durant l'entretien avec El Jazeera a poussé un certain nombre de médias, notamment dans la Syrianique, à l'Est, à revenir sur cette question-là et de dire, voilà, comment ça se fait, des gens disent ça de nous, c'est inadmissible, etc. C'est un discours qui existe en Libye. Hein, et donc, sa déclaration a été fortement critiquée par une frange de la société libyenne. Et je pense que la réaction de la brigade 128, qui devait d'abord être au niveau de la frontière tchadienne, tchado-nigérienne, l'a ramené vers l'Ouest. Le poste de l'Ouest, est aussi pour provoquer et pour embêter l'Algérie, qui n'a jusqu'à pour l'instant pas réagi, et je pense que c'est la chose à faire. Il n'est pas dans notre intérêt de réagir à ces provocations-là. Alors, il y a les tentatives de rétablir le commerce local en ouvrant les frontières terrestres. On va essayer de le mesurer. Et il y a aussi, au niveau du business, cette tentative de restaurer de la coopération entre les deux pays. Il y a une délégation d'hommes d'affaires libyens qui s'est rendue à Alger le 29 mai dernier. On n'a pas une idée précise, vue d'Alger, des enjeux économiques et commerciaux entre les deux pays. Alors, vu de Tunis, pour un spécialiste de géopolitique, est-ce que les produits algériens, les investisseurs algériens sont réellement attendus sur le marché libyen ? Oui, je dirais bien plus que les opérateurs économiques classiques ou de commerce. Hein. Je pense toute la machine économique algérienne, et surtout Sonalgaz et Sonatrach sont assez attendus en Libye pour plusieurs raisons. La première, c'est que voilà, aujourd'hui en Libye, il y a un véritable besoin en termes de reconstruction du pays, en termes de matériaux de base, en termes de produits, je dirais, au coût relativement bas. Et c'est précisément cela ce qui a été discuté avec le forum, durant le forum qui s'est tenu à Alger, je crois le 27 ou le 29 mai dernier, où il y a eu environ 400 opérateurs économiques, 250 Algériens, 150 Libyens. Il y avait pas mal de tout. Hein. Il y avait des gens qui travaillaient sur les produits, en tout cas des marchandises liées au BTP, à la pharmaceutique, à l'emballage. À l'emballage, de plein de choses. Et donc, il y a une vraie volonté d'accélérer et d'accentuer les échanges économiques entre les deux pays. Mais ça dépend foncièrement de la capacité à lier en fait les deux pays, soit par voie maritime ou par voie terrestre. Alors, l'une des conclusions du forum a été qu'il fallait
qu'il y ait une nouvelle voie maritime Alger-Tripoli. Et je pense que c'est dans les pipelines, c'est dans les sujets qui sont traités actuellement par le gouvernement. Mais il y a aussi la fameuse ouverture du poste de Debdeb Radames, où, selon les échos, tout est pas mal prêt pour le faire. Mais il reste du côté libyen je dirais, à aménager le contexte sécuritaire avec une commission mixte qui s'est mise en place à Radames, avec notamment le ministre de l'Intérieur qui s'est déplacé le 17 juin dernier à Radames pour voir un peu avec les douanes libyennes, la police de Radames, mais aussi une force qui contrôle un peu la frontière vers Radames qui s'appelle les forces du désert. Donc voilà, c'est en cours de préparation et là est arrivée la question de Haftar. Sur le plan de Sonalgaz, si je peux me permettre, Ihsan, ou si tu veux intervenir. Oui, bien sûr, puisqu'on parle de Sonalgaz. Oui, Sonalgaz a déjà effectué des missions en fait en Libye. Une mission en particulier qui était à la réparation d'une des plus importantes centrales de la compagnie, qui est la Compagnie nationale libyenne d'électricité. Et il y a eu toute une délégation algérienne qui a visité la Libye il y a quelques jours, je crois le 18, où en fait il y a eu des ententes pour que il y ait un approvisionnement énergétique à partir de l'Algérie en passant par le réseau tunisien, d'une capacité, je crois, de 180 à 200 mégawatts au cours des 2-3 prochains jours là. Et par la suite, il y a une volonté de créer carrément un point d'acheminement à partir de l'Algérie et peut-être à partir de la région de Debdeb. Donc c'est un projet à moyen terme pour Sonalgaz. De l'exportation d'électricité. De l'exportation d'électricité à des prix concurrentiels, parce qu'il faut savoir qu'en Algérie, on ne paye pas le vrai prix de l'électricité, donc on leur chargerait un prix marchand. Et les Libyens sont extrêmement intéressés parce que il y a des grosses difficultés d'électricité, surtout au sud, mais aussi dans le nord-ouest, où il y a des villes comme Sabha des fois où il y a de l'électricité seulement 50% de la journée, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie en fait stockée. Donc voilà, il y a cette dimension-là. Il y a aussi la dimension. Raouf, est-ce qu'on ne dirait pas que, objectivement, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, quoi qu'on dise, qui a bénéficié de la victoire militaire sur Haftar quand il a tenté en 2019 de s'emparer de la capitale libyenne, est-ce que ce gouvernement ne penche pas naturellement pour une coopération avec l'Algérie, et c'est peut-être ce qui gêne le plus son rival de la Syrie, Naïk? Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il y a Abdelhamid Dbaïba, il y a une vraie volonté de se rapprocher, je dirais, de l'axe Alger-Ankara, parce que voilà, il y a aussi. J'allais venir à la Turquie. Voilà, pour la Turquie, l'Algérie est un acteur stratégique, un acteur par défaut dans les enjeux régionaux, et en même temps, et l'Algérie a véritablement envie aussi d'être davantage engagée sur le dossier libyen, comme je l'ai dit, après des années de léthargie diplomatique. L'Algérie a participé à Berlin 1, la conférence. Et aujourd'hui, on est à 2-3 jours de Berlin 2, donc une autre importante conférence pour voir comment on peut encore davantage arriver vers l'organisation d'élections indépendantes en Libye dès la fin de l'année. Mais en tout cas, pour l'Algérie, ce qui compte, c'est d'être proche du gouvernement d'unité nationale, qui est encore une fois le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Et ceci gêne Haftar parce que c'est un appui qui est assumé, c'est un appui qui a pas mal de potentiel, à la fois sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. On a évoqué beaucoup la logistique et les voies de commerce. Il y a une voie traditionnelle très importante dont on n'a pas encore parlé, c'est le poste de Rajdir par route entre la Tunisie et la Libye, et qui est souvent utilisé par les exportateurs algériens, formel ou informel d'ailleurs. On en est où dans le trafic sur cette frontière? Alors,
moi, je travaille plutôt sur les questions Sahara-Sahel, donc je ne suis pas de près ce qui se passe au niveau du Mais passage de Ras Jdir, mais j'ai des les échos. Tunisiens commercent plus que nous avec la Libye. C'était en fait ça la question. Bien sûr, tout à fait. Le poste est ouvert. En fait, ma réflexion venait du fait, est-ce qu'avec la Covid, le poste est actuellement ouvert ou pas? Aux dernières informations, le poste était ouvert et les marchandises continuaient à circuler par la Sejdir et c'est un poste stratégique à la fois pour la Tunisie et pour l'Algérie, pardon, et la Libye, mais aussi pour les communautés locales, hein, à travers la contrebande d'essence, la contrebande de petites marchandises. Mais je dirais que si on devait transposer cette réflexion sur le cas algérien, il serait beaucoup plus rentable, hein, le coût serait beaucoup plus faible si on réactivait le passage de Debdeb, parce que voilà, c'est un passage qui est établi, formel, c'est un poste qui est en mesure en fait d'alimenter toute la partie tripolitaine et la partie sud aussi. Donc, on ne gagnerait pas en réalité à faire passer les marchandises algériennes par la Tunisie pour arriver à la Libye. Il faudrait plutôt réactiver le poste de Debdeb. Alors, l'enjeu sahélo-sahérien, là, on se rend compte que les problématiques de frontières ne sont pas que des problématiques de sécurité, c'est aussi des problématiques de flux commerciaux et de flux humains. Comment ça va évoluer tout cela avec la poursuite de l'instabilité au Mali? Alors, il faut déjà dire que les dynamiques au niveau des frontières sud de l'Algérie, et notamment sud-est, sont très différentes d'une région à une autre. Du côté nord, nous avons affaire à une frontière qui est beaucoup plus peuplée que peuplée non, moins par le nombre total, je veux dire, de population, mais plus par le nombre de villages qu'il y a tout au long de la frontière et de villes. Il y a Bojbeji Mortar, il y a Timiaouine, il y a Tinzawatin, alors que du côté nigérien, par exemple, nous avons que l'accès par Ain Ghezal. Actuellement, il y a eu quand même des formes de facilitation et de relax au niveau des frontières depuis quelques mois, surtout au niveau de Ain Ghezal, qui est le point de débouché principal des produits algériens vers le Sahel. Il y a aussi le projet de la transsaharienne qui mériterait peut-être qu'on en parle à un moment donné parce qu'il y a eu des investissements massifs depuis des décennies et qu'on attend toujours l'avènement de ce projet si cher à l'Union africaine et à l'Algérie. Mais en tout cas, au niveau des frontières, les dynamiques sont très différentes. Du côté malien, c'est plutôt la coordination des mouvements de l'Azawad, donc l'une des coalitions signataires de l'accord d'Alger, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, qui contrôle une frontière relativement stable, dans le sens où il y a une menace terroriste qui existe, mais les efforts des forces de sécurité algériennes sont là pour assurer un certain niveau de stabilité. Il n'y a pas eu d'accident majeur depuis, malheureusement, le triste assassinat, ou plutôt la mort du jeune Ayoub à Tinzawatin. Du côté de Ain Ghezem, Ain Ghezem est devenue une wilaya récemment. Et donc aujourd'hui, c'est un véritable pôle qui pourrait encore davantage s'agrandir, hein. Il y a un potentiel énorme autour de cette région-là. Il y a une volonté d'en faire un port sec aussi. Encore une fois, faudrait-il savoir qui gère ce port sec, qui le mène, quel type de produit on peut faire acheminer. Voilà, et globalement, je pense que les niveaux d'insécurité le plus élevés se situent au niveau de la frontière et surtout au sud-est de la Libye, et pas tant au niveau de la frontière nigérienne, un petit peu plus du côté de Bojbeji Mortar peut-être, où il y a vraiment, c'est vraiment une région militarisée, où il y a eu pas mal de caches d'armes qui ont été trouvées au cours des dernières années. Évidemment, Donc, si on exclut de ce tableau la frontière avec le Sahara occidental et le conflit qu'il y a en ce moment entre le Sahara occidental voilà, et le ça Maroc, c'est un bien autre, sûr. Ça va de voilà, soi. ça c'est un autre, C'est un autre dossier de débat. Je voulais juste rappeler c'est un que autre c'était dossier. la frontière la plus insécure, quand même. Euh,
Ouais, Raouf Farah, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur les dernières évolutions chez un partenaire du Maghreb, de l'Union maghrébine, du Maghreb, la Libye, dont on est très content de l'évolution ces derniers mois. On attend optimiste pour Berlin 2, Raouf? Je dirais que moins pessimiste qu'avant, dans le sens où aujourd'hui on a eu quand même des nouvelles un peu inquiétantes de la part toujours de la région Est et de Haftar. Il y a eu la réouverture de la route côtière par Abdelhamid Dbeiba c'était hier, je crois, oui, hier. Et malheureusement, cette route est encore empêchée dans la partie syrianique. Je pense que il y a peu de chances quand même que les élections se tiennent d'ici la fin de l'année. Mais ceci ne veut pas dire que tout le projet onusien va capoter ou va sauter du jour au lendemain. Voilà, pour dire ça vraiment très vite. Merci encore une fois, Raouf. À très bientôt. Merci de nous suivre sur Radio M et à très bientôt. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.